Question de Seb Ayala, qui vous demande protectionniste ou libéral ? Ni l'un ni l'autre, ou plus exactement l'un et l'autre. Je l'ai dit, d'abord, encore une fois, il faut faire le distinguo entre le président de la République et le gouvernement. Imaginons que je sois élu, par exemple, président de la République et qu'il y ait une majorité qui ne soit pas une majorité UPR, je serais bien obligé de composer avec. Mais si nous avons une majorité UPR à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, bien, nous mettrons en œuvre le programme qui est celui que j'ai déjà présenté, qui est un programme un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'il essaie d'être conforme, en fait, à ce qu'est la France. Voilà, c'est-à-dire, je rappelle cette belle parole de De Gaulle qui disait, s'agissant de l'industrie, les grands projets, il disait, en France, il faut mettre de l'État dans les grands projets, sinon ça merdoie. Voilà, c'est ce qu'il disait. Je pense effectivement que la France, c'est pas les États-Unis d'Amérique. En France, il est important, dans des grands projets, des grands projets structurants, industriels ou autres, d'avoir une présence de l'État. Mais c'est important également que l'on laisse le plus possible la bride sur le cou, que les gens soient libres d'avoir des activités. Il faut que les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les TPE, etc., puissent souffler. Et je l'ai dit, j'aurai l'occasion de le préciser, dans le programme présidentiel, en contrepartie de toutes les grandes économies qu'on fera, il y aura aussi en contrepartie une diminution des charges sur justement les plus petites entreprises, les commerçants, les artisans, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sortant de l'Union européenne, on allégera les réglementations parfois ubuesques qui pèsent sur les TPE, sur les artisans, les auto-entrepreneurs, etc. Vous savez, ça a été un argument très fort des partisans du Brexit au Royaume-Uni, qui faisaient valoir à juste titre que les réglementations européennes qui sont délirantes, en fait, sont à la limite justifiées pour les entreprises qui exportent. Bon. Mais un artisan, un commerçant dont la zone de chalandise est de, 5 km, 10 km ou 50 km, ou un auto-entrepreneur qui n'exporte rien du tout, lui, on peut avoir des réglementations spécialement nationales et pas besoin d'avoir des quantités d'autres réglementations pour se mettre aux normes acceptées par la Pologne ou par Chypre ou par le Portugal. Voilà, c'est du bon sens en fait, tout simplement. Les Britanniques et les Néerlandais ont calculé que cet allègement de toute une série de réglementations pourrait alléger justement de dizaines de milliards d'euros le poids des réglementations sur les économies néerlandaises ou britanniques. Et nous ferons la même chose. On fera une commission de la hache, si j'ose dire, et on regardera, en tant que de besoin, si on peut alléger des réglementations, etc., sur les TPE, les artisans. Puisqu'on me donne cette occasion de parler d'ailleurs des commerçants, je signale que je mettrai également un point vigilant à mettre un terme à la destruction du petit commerce en France. Voilà, ça c'est pas possible. De la même façon que je veux mettre un terme à la destruction de l'agriculture familiale, et même, je l'ai annoncé, essayer de favoriser la réinstallation à la terre d'environ 200 000 agriculteurs, de telle sorte qu'à la fin du quinquennat, on serait repassé de 400 000 à 600 000 agriculteurs ou paysans, ça dépend comment ils veulent s'appeler, à la fin du quinquennat, en favorisant notamment l'installation à la terre de jeunes qui veulent utiliser des pratiques culturales plus respectueuses de l'environnement, ancestrales, la permaculture, etc. Là, il y a une vraie demande en ce moment en France de favoriser ça. Ça nécessitera au passage un petit peu de protectionnisme pour justement protéger les agriculteurs français familiaux qui sont en train de disparaître sous les coups de boutoir des importations venant notamment de pays de l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC agricole. On ne peut pas à la fois imposer aux agriculteurs français un SMIC dans l'agriculture, ce qui me paraît justifié, parce que moi, je n'oublie pas tous ce pourquoi se sont battus nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc je veux que nos descendants bénéficient de ce niveau de vie. Mais on ne peut pas demander à nos agriculteurs, comme d'ailleurs à nos industriels, de conjuguer ça avec une concurrence tous azimuts, avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles du jeu. Voilà. Donc on réintroduira, pas de façon monstrueuse, mais on réintroduira en tant que de besoin les nécessités d'avoir
un petit peu de protectionnisme pour permettre aux agriculteurs français familiaux qui sont en voie de disparition de survivre, à d'autres de se réinstaller. Et puis s'agissant des petits commerces, ça c'est une autre problématique, mais là, il faut quand même à un moment ou à un autre arrêter les dérives actuelles, c'est-à-dire que la loi Royer, qui date de 1973, je crois, doit être respectée. Il faut arrêter cette désertification. On parlait de désertification médicale tout à l'heure, maintenant c'est la désertification des centres urbains. Maintenant, toutes les villes de France, notamment des villes moyennes, même des petites villes de province, maintenant ont une espèce des banlieues à l'américaine qui n'en finissent plus, avec des quantités d'hypermarchés, de magasins de différents produits, des fast-foods, etc., etc. Ça va. Voilà, on va mettre un coup d'arrêt à ça. Il y en a partout. On va pas continuer encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul commerce dans les centres-villes. Pourquoi ça ? D'abord parce que je rappelle que le commerce dans les centres-villes, c'est quand même de l'emploi. C'est de l'animation dans les centres-villes, dans les centres urbains. C'est du commerce de proximité. C'est aussi le maintien d'un savoir-faire et de tradition, notamment le boulanger, le charcutier, le boucher, etc. pour les commerces de bouche, ou celui qui vend du vin, ou voilà. Mais aussi ou les gens qui vendent des fruits et légumes, etc. Mais aussi c'est les petits artisans ou des commerçants, par exemple en matière, je sais pas moi, des bénisteries, de serrureries, etc. Bon, ça c'est une vie, c'est toute une vie qui fait la saveur de la vie, en fait, notamment dans les villes moyennes. Il faut pas que tout ça disparaisse pour que ce soit dans des banlieues anonymes que l'on ait ces choses-là. On les laissera, hein. On va pas s'attaquer, on va pas détruire les hypermarchés, mais il faut maintenant mettre un coup d'arrêt parce que c'est allé trop loin. Il faut mettre un coup d'arrêt, arrêter la destruction du petit commerce en France. C'est normal. Maintenant, chacun son tour. Maintenant, on doit maintenant protéger. Dernier avantage aussi du commerce dans les centres urbains, c'est pour toutes les personnes handicapées dont on parlait tout à l'heure, les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas de permis de conduire, qu'elles puissent aller en bas de chez elles ou faire 200 mètres à pied pour aller chercher quelque chose. On peut pas à la fois d'ailleurs au passage vouloir lutter contre le tout automobile, contre la pollution atmosphérique, etc., etc., et avoir un mode de vie, le pire mode de vie à l'américaine qui soit, c'est-à-dire que les gens fassent 100 km, j'exagère, mais 50 km aller-retour pour aller dans des hypermarchés quand il s'agit d'aller acheter une baguette de pain. Ça, c'est pas possible.